Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du métier d'enseignant. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Être enseignant. C'est un sujet qu'on m'a demandé une, deux fois, du coup, ben voilà, je le fais. Et pour une fois, je suis pas tout seul. Donc, je vais laisser mes camarades se présenter et vous expliquer leur lien avec l'enseignement. Alors salut tout le monde, moi c'est Michael. Je suis étudiant en ce moment encore à l'université à Fribourg. Je finis mon master en mathématiques notamment. Et en parallèle de mes études, surtout pour cette année tout particulière, je bosse à 50% dans une école primaire privée sur Mora, une école bilingue. Et donc j'ai été engagé en tant qu'enseignant. J'ai pas de formation à vrai dire, j'ai pas passé par l'HEP ni autre formation. Ils m'ont pris sans expérience et me forment sur le terrain. Puis on a plutôt une école dont on forme on travaille en team teaching, donc je suis toujours bien secondé, on travaille en deux, on a toujours des vis-à-vis, ce qui est assez bon pour la formation. Donc c'est pour ça que cette année, je débarque dans la formation et j'ai une petite expérience. Et moi, c'est Fabien. Hello à tous. Je suis étudiant à la HEP de Fribourg, donc la Haute École Pédagogique, pour l'enseignement primaire. J'arrive en fin de formation, donc en troisième année. Et puis voilà, j'ai d'expérience en stage, et puis j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner un petit peu au cycle d'orientation, donc à l'école secondaire. Et puis voilà. Et moi, vous connaissez normalement plus ou moins. Donc, votre fidèle serviteur Raphaël. Moi, je suis à ma troisième année d'enseignement à l'école primaire. J'ai fait 6H, 7H, 8H, anciennement 4, 5, 6e primaire. Et du coup, c'est cool qu'on puisse avoir aussi des niveaux d'expérience ou même d'enseignement différents pour donner notre avis aux questions que vous avez posées finalement. Et une des premières questions qui est arrivée, c'est là, on va parler d'abord peut-être plutôt des questions générales à l'enseignement, après on ira dans les choses plus précises. Finalement, quelles sont nos motivations pour faire ce métier? Pourquoi on a choisi ça? Enfin, des questions assez basiques qu'on pose, mais qui sont pas forcément faciles à répondre. Moi, par exemple, je sais jamais quoi répondre. Genre, on m'a dit pourquoi t'as voulu faire prof? Est-ce que t'as toujours voulu faire prof? Mais je sais pas en fait. Genre, c'est comme si j'ai pas dû réfléchir à ce que je voulais faire. Je peux pas dire que c'est inné ou quoi que ce soit, mais c'était assez logique, même s'il y a plein d'autres jobs qui m'intéressent. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. On aime bien, en général, je pense, la relation qu'on a aussi avec les autres, enfin, le fait de, voilà, que ce soit un travail à plusieurs, le fait d'échanger, le fait peut-être d'apprendre des choses des élèves et leur apprendre des choses, leur transmettre des choses. Je pense que c'est un mélange de plein d'éléments qui font que ça peut être attirant de faire ce métier. Moi, contrairement à toi, Raph, c'est depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire enseignant. Mais là, je me forme, je vous ai dit, je suis à l'université à Fribourg, c'est pour être enseignant au collège en fait après. Donc là, je fais dans l'année primaire, c'est un peu une expérience de plus, mais je vise les plus grands. Et puis depuis tout petit, en fait, j'ai toujours voulu enseigner. Une première chose que j'avais envie, c'était pas simplement partager ma connaissance. J'aime trop comprendre un truc et puis l'expliquer à quelqu'un, pas en mode j'ai compris, je suis le boss, mais vraiment, viens, on partage une connaissance et puis ça fait des petits booms dans le cerveau des deux. Et après, c'est devenu un intérêt pour une branche, et c'est aussi le cas. Pour le collège, c'est des branches spécifiques, mais j'aime bien une branche particulière, et en fait, j'aime trop vivre là-dedans, m'intéresser, découvrir plus, et le partager un peu plus loin. Donc, c'est vraiment un truc que j'aime bien, cette formation. Et du coup, pourquoi là, tu vis quelque chose avec des enfants, puis finalement, en fait, ce que tu veux ou ce que tu auras, c'est avec des adultes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis les adultes? Mhm. Je le vois maintenant, en fait, c'est cool parce que l'expérience que j'ai cette année, ça me montre que je veux faire enseignant et ça me montre que je veux pas le faire avec les petits. Pas parce que j'aime pas, au contraire, j'aime trop. Mais je remarque en fait, mon caractère, ma manière de fonctionner correspond à des adultes. J'ai beaucoup tendance, il faut le faire avec des petits, les responsabiliser ou leur parler aussi, plus pas comme des enfants à chaque fois, les infantiliser. Mais j'ai vraiment tendance à fonctionner des fois avec les enfants en comptant sur eux, en leur disant, bah, tiens, t'as ça, fais ça et on se revoit après. Et en fait, avec les enfants, tu dois les accompagner aussi, la manière de faire tes feuilles, faire tes cours, aussi compter le rythme d'enfant. Tu peux pas compter sur lui pour retenir peut-être toute son énergie ou sa fatigue, puis continuer de bosser, t'adapter. Donc je vois cette année, en fait, c'est vraiment trop cool, mais pour moi, je vois dans mon caractère et ma manière de fonctionner, de travailler, que ça correspond à des jeunes adultes. Moi, je peux rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est presque été un peu l'inverse. Je fais pas mal de sport à côté et j'entraîne une équipe de volley depuis quelques années. Et du coup, c'est avec des adultes.
Et le fait de leur transmettre des choses, ben, ça m'a beaucoup plu aussi à ce moment-là. Enfin, ça m'a fait vraiment un déclic. Alors, c'est très différent avec les adultes, effectivement, ils sont plus autonomes, même si des fois il faut aussi cadrer. Euh, c'est du coup très différent quand je suis à l'école primaire ou dans le cadre sportif, mais c'est ça qui m'a donné l'envie de vraiment expliquer les choses, transmettre, corriger, l'aider à s'améliorer, puis tu vois le progrès, c'est ça qui m'a motivé. Du coup, après, je me suis dit, ah bah, primaire, c'est un peu les mêmes objectifs, même si bien sûr, bah, il faut plus cadrer, plus aider, enfin, c'est différent, mais voilà, j'ai pris l'autre penchant. Puis du coup, ouais, pour revenir sur les motivations, moi j'aime bien clairement, on n'a pas eu connaissance de matière. Puis un autre truc que j'aime beaucoup dans ce métier, qu'importe l'âge pour les plus petits ou les plus vieux, c'est le fait que c'est une période où tout le monde passe par là, moi spécialement l'école obligatoire, une période de passage. Et j'ai trop envie de pouvoir être une personne dans leur passage obligatoire qui le rend bien. On a tellement de gens, oh l'école c'était chiant, c'était difficile, c'était... Puis en fait je suis là, bah, moi en tant que prof j'ai trop envie, je dis pas que je serai le meilleur, mais c'est juste de dire, de faire attention pour que cette période-là, ça reste une bonne partie de vie et qu'ils puissent bien la passer et qu'ils en fait, que tu puisses les influencer d'une bonne manière. Je pense qu'en tant que prof, on peut les influencer et leur donner la connaissance, mais aussi les influencer en tant que personne sur des valeurs, sur des manières de vivre en société. Et dans ces passages-là, je trouve que c'est vraiment, ça c'est une motivation pour le métier d'enseignant, d'être entre guillemets des modèles autres que leurs parents ou d'autres personnes qui pourraient être des moins bons modèles autour d'eux, puis de faire la différence, donc construire en fait des hommes et des femmes, des jeunes hommes et jeunes femmes meilleurs. C'est assez marrant que tu dises ça parce que c'est clairement la vision que j'ai aussi. Et c'est assez lié à une autre question qu'on m'a posée, c'est finalement, c'est quoi les récompenses qu'on a en tant qu'enseignant. Et moi, c'est ça. C'est d'inculquer des valeurs. Alors, qu'ils sachent faire une symétrie axiale à la fin de l'année, oui, ok, c'est important, mais si tu transmets les valeurs qui tiennent à cœur, t'as gagné. Enfin, je veux dire, on a tous des valeurs différentes. Bien sûr, moi j'en ai certaines qui me tiennent plus à cœur. Et vu qu'on enseigne ce qu'on est, forcément on va le transmettre d'une manière ou d'une autre. Ou si on veut le transmettre, on va le transmettre. Et puis moi ça me fait plaisir de voir mes élèves super autonomes sur une semaine où je les lance dans le boulot et puis je les vois quasiment pas à mon bureau de la semaine parce qu'ils bossent et parce qu'ils savent bosser. Donc ça peut être ok, j'ai travaillé la valeur d'autonomie, entre guillemets si c'est une valeur, mais ça peut aussi être des trucs beaucoup plus abstraits. Je sais pas, que ce soit une ouverture d'esprit ou une acceptation de la différence, qui sont pour moi essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a peu de gens qui se disent, ouais, à l'école, bah, ils travaillent l'acceptation de la différence, ils parlent d'écologie, ou ils parlent de féminisme. Je veux dire, moi j'ai parlé de féminisme avec des enfants de 10 ans et c'était incroyable. Parce qu'ils nourrissent ça en eux et puis juste il faut leur donner de la matière. Et puis, je veux dire, après on a gagné quoi, enfin, parce que finalement c'est eux qui font le monde de demain. Puis là on est en train de laisser le monde en sale état et puis je trouve ça vraiment dommage. Je pense que si on peut mettre le focus sur des choses un petit peu moins scolaires, entre guillemets, mais qui ont justement plus ciblé sur les valeurs ou d'autres choses à transmettre que des matières pures, moi je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus porteur, le plus intéressant pour eux finalement. Personnellement en tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, peut-être même plus en dehors d'école qu'à l'école. C'est pas du tout pour critiquer, c'est juste pour dire qu'il y a aussi plein d'autres choses qui te font grandir et qui te font apprendre plein d'autres choses hors du cadre scolaire. Donc si on peut leur apporter quelque chose de plus varié peut-être, de moins scolaire que ce qu'on a connu peut-être nous, je pense que c'est aussi gagner pour les motiver aussi. Pas les motivations tout à l'heure, je pense que ça fait écho. Une récompense pour moi, il y a celle que vous dites, il y a aussi quand même, elle est mine de rien là derrière, c'est aussi de leur donner, enfin de savoir que tes élèves, ils auront les compétences, les capacités d'entrer dans le métier qu'ils ont envie de faire aussi. Je pense que c'est ça. Donc là, finalement, ça marche sur la matière, mais effectivement, ils ont bien réussi leur test, donc ils ont la compréhension, la compétence. Mais pour moi, c'est une seule récompense parmi toutes les autres qui sont après tellement plus sur le personnel. On fait aussi avec mes élèves un programme d'aide pour comprendre les problèmes en fait. Puis ils ont des images, puis ils doivent réaliser quel est le problème, proposer des solutions. Et après en fait, on reprend des situations de leur vie quotidienne, on les cache à travers d'une image, ils font des sketchs et tout. Et là tu remarques vraiment qu'ils apprennent. On va pas évaluer ça, on va jamais savoir qui a compris, qui n'a pas compris. Mais ils ont vraiment des clés pour dire, mais des fois on vient avec eux, on dit mais tu peux faire quelque chose. Par exemple, tu as une action, elle a une conséquence. On leur apprend ça. Puis tu reviens tout le long avec, tu as fait ça, mais tu peux le faire, d'accord, mais ton action elle a une conséquence. Et les amener à réfléchir et qu'après ils gardent ça dans leur vie en disant, bah ouais, mes actions ont des conséquences. Et finalement, on va jamais l'évaluer et jamais personne va savoir qu'ils l'ont appris à l'école, mais c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, moi ça me fait penser à notre projet d'établissement. Il faut savoir que dans chaque école
primaire. Il me semble pas que ça se fasse au CO, il me semble pas, je crois. Ou ça peut, mais enfin, c'est réalisable. Mais bref, dans chaque école primaire, en fait, chaque école doit avoir un projet d'établissement que toutes les classes font, que tous les enseignants font. Et puis là où je bosse, c'était de base la prévention de situations de harcèlement. Du coup, on a aussi fait beaucoup de travail sur la résolution de conflits. Ok, on a eu un conflit, comment on fait pour le résoudre, comment on fait pour gérer nos émotions, etc. Et puis, bah, là encore, c'est le truc que tu te dis, ouais, mais à l'école, t'apprends pas ce que c'est la colère, je veux dire, c'est en dehors, ça fait partie de l'éducation, enfin, je sais pas, mais beaucoup vont dire, oh, mais c'est le job des parents, en fait, d'éduquer. Alors que, clairement, non, l'école va aussi éduquer l'enfant. Et puis ça, c'est pas un message qui est hyper clair dans la société actuelle, mais on est là pour à la fin de l'année, ils doivent atteindre les objectifs. Si t'as pas atteint les objectifs, bah ça va pas. Dans ce sens-là, la question elle demandait des récompenses et des challenges. Et pour moi, j'ai remarqué un challenge quand même. Je l'ai peu parce que j'ai la chance d'une part d'être dans une école privée qui a une pression différente par rapport à ça, mais c'est effectivement les résultats, les évaluations qui doivent être justes et bonnes, et puis bien évaluer l'élève. Et puis enfin bref, il y a je trouve, une charge sur l'évaluation. Au final, à la fin, on va regarder si tu as des bons élèves, et puis s'ils ont des bonnes notes, et puis s'ils peuvent passer l'année suivante, alors qu'ils n'ont aucune idée si c'est des bonnes personnes. Ça, je trouve, c'est un challenge, cette pression sur le plan, sur la matière à apprendre. Et puis, ouais, à garder aussi dans le contrat, de l'autre côté de la balance. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on y reviendra quand on parlera d'essentiel dans le métier. Mais ouais, effectivement, ça, c'est le challenge, finalement, c'est de gérer tout ça. Parce qu'en face de nous, on a quoi, 20 êtres humains en moyenne, je pense. Tous différents, avec des rythmes différents. Certains, ils vont passer à l'école sans problème, quel que soit le niveau. D'autres, ce sera après l'école qu'ils vont développer leur potentiel parce qu'ils étaient juste pas, entre guillemets, scolaires. Et c'est juste gérer tout ça pour, comme tu le disais, que tout le monde se sente bien à l'école, que marquer leur vie, entre guillemets, que ce soit un bon moment, un bon passage de leur vie. Mais malgré tout, et c'est autre chose qu'on m'a posé comme question, c'est cette vision du métier. Bon, ça va pas être hyper joyeux, mais bon, en fait, on est souvent vu comme un métier de, j'allais dire, fonctionnaire, mais alors oui, on est fonctionnaire en soi, mais il y a plein de choses du métier d'enseignant qui est mal vu, quel que soit le niveau en fait. Le classique, c'est les vacances. Alors on tourne autour de quoi? Combien de vacances par année? Ça dépend des années, mais on est sur du 12 semaines, je crois. Ouais, je crois qu'il y a 39 d'écoles ou quelque chose comme ça. Ouais, donc ça fait ça. Ça dépend. Je crois que tous les 3 ans, on en a une de plus en été. Mais bref. Les élèves en ont une de plus. Oui, merci. C'est exactement ce que je veux entendre. Effectivement, il y a cette histoire de vacances, cette histoire qu'on ait aussi des tirs au flanc, des glandus, je sais pas comment dire. Alors que ça, c'est clairement des idées reçues. Enfin, là, en plus, c'est marrant parce que on enregistre ça le premier jour des vacances. Mais demain matin, vendredi saint, personnellement, je vais travailler. J'ai une planification à faire. Et si je la fais pas là, je la ferai à un autre moment pendant les vacances. Mais pour moi, les vacances, alors oui, du repos, il faut. Mais c'est pour moi du repos vital. Si je prends pas ce repos, je pense que je pars clairement en burn-out. Et c'est pas pour rien que c'est le deuxième métier où il y a le plus de burn-out dans notre société. C'est pas parce qu'on n'en branle pas une, c'est parce qu'on a tendance à se griller et à en faire beaucoup trop. Parce qu'en face de nous, on a 20 humains qui nous préoccupent. Et donc ces vacances, pour moi, c'est à la fois ça, mais à la fois aussi de l'organisation. Si je veux bosser à ce moment-là, c'est parce que je souhaite bosser à ce moment-là. Et puis, ça me permet aussi de moins charger mes semaines. Je bosse pendant les vacances, j'accepte de bosser pendant les vacances. Et du coup, ça me libère, entre guillemets, du temps la semaine où je peux mieux répartir ma gestion de la fatigue, en fait, de l'énergie que j'ai. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a les 3 choses différentes. Il y a les vacances des élèves, il y a le temps où on bosse avec les élèves. Après, il y a les vacances des élèves. Et puis, dans ces vacances-là, nous, en tant que prof, il y a un peu 2 choses qui se passent. Il y a les vacances, on peut vraiment prendre comme tout le monde 4, 5 semaines de vacances et tu peux changer les idées. Et puis, les autres, en fait, le reste, qui sont pas des vacances, mais du temps différent.
parce que justement tu peux planifier, tu peux vraiment te concentrer, et ça j'aime tellement ces moments, j'aime énormément enseigner, mais ces petits moments-là, c'est mon kiff personnel, j'aime énormément la planification, et c'est trop cool, toute une journée, tu es à ton bureau, selon ton rythme, selon tes idées, selon ton plan, tu cherches, tu questionnes, tu construis et tout, tu vas voir à gauche, à droite, chercher les infos et tout, et c'est pas en fait un temps de vacances, par contre c'est un temps différent dans le travail. C'est un peu, il n'y a pas vraiment de nom pour ça, mais comme si le travail avait ces deux phases de l'école qui prend beaucoup de temps, puis ensuite dans ces vacances, une deuxième phase en fait qu'on peut insérer là-dedans, qui n'est pas les vacances pour nous, mais qui a un temps différent où tu peux vraiment te reposer quand même, dans le sens où tu n'as pas les 20 personnes à penser, par contre tu as une planification qui est tout autant nécessaire. Je pense qu'il y a tout le monde est passé à l'école, donc tout le monde a une image aussi de l'école. Et on a l'impression que comme les élèves sont en vacances, on est en vacances. Et voilà, ça rejoint un peu ce que vous avez déjà complété. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte du métier, peu importe lequel c'est, tant qu'on ne l'a pas expérimenté vraiment. Et pas juste une journée sur le long terme. C'est pas juste... enseigner, en plus, j'ai un peu cette impression que beaucoup de personnes estiment que c'est, en guillemets, facile. Enfin, qui se verrait bien être à la place d'enseignant, être juste devant, parler un peu, expliquer les choses. Et puis, non, mais je caricature un peu, mais Mais c'est ça. c'est ça. Je pense que certaines personnes s'imaginent, on est devant, on discute, on explique deux, trois notions, on les fait bosser, et puis on a notre bureau à faire des corrections pour pas en avoir le soir ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est pas du tout ça. Quand on est devant, déjà, on explique. Il y a tellement de préparation derrière qu'on a déjà un peu évoqué qu'on ne se rend pas compte. Il y a des travaux qui s'ajoutent, il y a des projets, il y a la gestion, il y a on continue de se former, etc. Enfin, il y a tellement de choses, c'est global. Et c'est pas, je peux vous confirmer que c'est pas, c'est pas 18 semaines de vacances par année ou je sais pas combien. C'est bien loin de ça. Et par rapport à ces vacances, on voit aussi des cours qui sont bons. Et des fois, on se dit, ah bah, c'est bon, il gère bien. Mais en fait, si on veut des bons cours, il faut justement toute cette phase de préparation. On voit certains profs, on leur dit, oh, mais il fait chaque année le même cours. Bah ouais, et donc lui, il a peut-être plus de vacances. Mais si vous voulez que les enseignants soient bons, laissez-nous le temps justement de cette préparation. Parce que dans ces temps de préparatifs, tu peux partager les idées avec les uns, les autres, chercher, faire des trucs tellement mieux. Et au final, l'enseignement sera encore bien meilleur. Si tu veux un bon enseignement, bon enseignement, il faut tout un bon temps de préparation. Donc il faut le laisser, le donner à un certain moment. On n'est pas juste, ouais, c'est mon heure, bon, je vais leur parler des couleurs parce qu'ils ne savent pas les couleurs. Non, mais comment préparer, questionner, et ça demande énormément de temps, et au final, on devrait presque avoir moitié-moitié, dans le sens tu prépares une moitié du temps et tu le donnes, et là, il y a moins de préparation, et ça marche, ça fonctionne aussi, mais ce temps est nécessaire pour avoir des bons cours, et pas éviter que tout le monde dise, chaque année, fait la même chose, et on ne comprend pas, c'est ennuyant, enfin, on enlève les vacances, on n'a pas le temps pour préparer, ça donnera ça. Et je pense qu'une leçon qui est mal préparée, je pense qu'on l'a peut-être vécu aussi tous une fois, ou qui passe suffisamment. Des fois, on l'a bien préparée, mais ça se passe pas bien aussi. Mais si on ne prépare pas une leçon, ça va pas fonctionner. On a beau avoir de l'expérience, savoir gérer un peu les élèves, si c'est mal préparé, ça va pas les intéresser, ça va pas impacter, ça va être compliqué. Donc, on est obligé de prévoir plein de choses, des réactions des élèves, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, etc., pour que ça soit bien construit et qu'ils avancent aussi, et que ça soit... Personnellement, j'aime bien quand c'est quand même relativement pragmatique. Donc, pas perdre du temps pour perdre du temps, mais voilà, il faut de l'organisation derrière, sinon ça tient pas. Et quand on parle de préparation, on ne dit pas juste penser où est-ce qu'ils vont s'asseoir et leur ramener les stylos pour qu'ils puissent écrire. C'est vraiment tout l'aspect de où est-ce que je les mets, qu'est-ce que je leur demande de faire en premier, qu'est-ce qu'ils font par après, où est-ce qu'ils font les choses, si on les fait des groupes, comment penser, comment gérer le temps, aussi les feuilles, les documents qu'on leur donne, est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce que je dois en créer, ou est-ce que je dois en chercher. C'est toute cette phase avant pour que sur le moment même, tout roule, c'est-à-dire que les enfants sachent toujours ce qu'ils doivent faire, où ils doivent le faire, que les temps soient déterminés et qu'ils puissent bien... En fait, c'est pour favoriser l'apprentissage après. En fait, on essaye de minimiser l'imprévu sans pouvoir le supprimer parce que ça fait clairement partie du job. Je veux dire, la moitié des choses qui se passent dans une journée, c'est des décisions prises dans la seconde. Mais on essaye clairement de minimiser ça dans la phase de préparation. Sinon, bah, clairement, alors oui, si on donne les exercices 2-3 pages 78, peut-être qu'ils vont les faire, peut-être qu'ils vont comprendre, mais déjà ce sera pas fun ni pour eux, ni pour nous. Et puis finalement, c'est ça, qu'est-ce que tu transmets là derrière? Ouais, super, on a conjugué le verbe avoir, l'imparfait, génial. Mais ouais, cette vision du métier, comment dire, moi j'ai pas l'impression de mal la vivre
Dans le sens où il y a peu de gens qui me disent ouais, t'es un glandu, ouais, tu fais quoi pendant tes vacances. J'ai pas cette sensation-là. Alors, je sais pas si c'est mon entourage qui fait que, mais je pense que c'est juste clairement quelque chose qui est ancré dans la société où bah, le prof, il arrive, il fait son cours, il part. Alors que bon, ça nous suit tout le temps. Enfin, je veux dire, moi ça m'est arrivé de rentrer chez moi et puis de penser à un problème que vit un élève chez lui. Et puis ça me sort pas de la tête. Alors que c'est pas mon fils, j'ai pas du tout la responsabilité de cet enfant après les heures de mon boulot, mais on peut pas toujours s'en détacher. Et je crois que je me perds totalement dans la vision du métier. Oui, mais c'est important d'être conscient. Alors en fait, tu verras si tu répondais là-dessus, mais on oublie que en fait, le métier d'enseignant, c'est un métier pas simple parce qu'on coupe pas le début à la fin. Il y en a plein qui aiment bien, ils rentrent du boulot et c'est fini, ils ont timbré et ils sortent. Et c'est tellement compliqué. C'est comme pour tous ceux qui sont aux études, quand tu es aux études, dans les autres écoles plutôt, ben, tu sais très bien que tu rentres le soir et tu bosses. Alors qu'au final, c'est pas ton temps pour les études. C'est la journée normalement. Tu te retrouves à bosser les vacances et tout. Et le prof, c'est clairement la même chose. Tu te sors pas de ton job. Tu continues, comme tu disais, tu penses le soir à un élève, tu penses à un truc, tu es à table, tu dis mais ça pourrait être un bricot trop cool. Enfin, tu commences à penser tout le temps à l'école et au final, ben, ça c'est aussi à prendre en compte. Parce que ça veut dire que ces temps de repos que tu as le soir, ben, finalement tu les as. C'est quand même reposant, c'est fun de discuter de ça, mais tu les as pas forcément, tu coupes pas forcément. Et encore d'autant plus après quand tu as des élèves particuliers qui ont besoin d'attention, qu'on fait des choses, il y a des situations qui ont pris la tête, d'autant plus. Et ça, je pense qu'il faut aussi le penser. On voit vacances, mais dans la semaine, les semaines sont aussi beaucoup plus remplies. C'est pas juste du 7h30, 8h quand je vais au boulot, puis je repars à 4h30, 5h. Il y a vraiment tout le parti avant, mais aussi le soir et des fois les nuits. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi normal. Du coup, peut-être qu'il y ait, pour ceux qui ont un petit peu plus de vacances, bah oui, parce que les semaines ont été bien plus remplies aussi. Je te rejoins là-dessus, mais je pense que c'est important de savoir couper un peu aussi. Parce que personnellement, en tout cas, moi, je pense aussi école, voilà, c'est un peu obligé, en guillemets, tu vis dedans et puis tu y penses à d'autres moments que le temps d'école, mais j'essaye de couper un peu sur les week-ends ou sur un moment de la soirée. Un moment de la soirée, je me dis, là, je ne pense pas à ça, je pense à d'autres choses, je me fais plaisir, etc. Parce que si on n'a pas ces moments, c'est là qu'on parle au tout début un petit peu burn-out ou autre. C'est très facile dans le métier d'enseignement de jamais s'arrêter, de travailler, de préparer, de planifier, comme on a dit jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, c'est aussi nécessaire d'avoir cette mentalité de se dire, ok, bah là, stop. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont des collègues ou des personnes qui sont étudiants comme moi, qui ont de la peine à s'arrêter. Et elles ont toujours, je dis elles parce que c'est souvent des filles, je n'ai pas fait de généralité, mais elles sont tellement investies et c'est beau à voir, mais du coup, elles se consument un peu à petit feu et je trouve ça un peu risqué sur le long terme, disons. Donc moi, je ne me verrais pas faire ça, j'ai besoin aussi de faire des pauses et un peu comme tout le monde finalement. Les personnes qui travaillent dans un autre métier, bah, effectivement, peuvent faire sa pause le soir et puis reprendre le lendemain. Chez nous, on a aussi besoin, mais c'est différent. Ouais, du coup, dans cette vision du métier, je pense effectivement, pour ceux qui disent vous avez beaucoup de vacances, c'est juste réaliser que c'est pas que des vacances où on fait rien, il y a toute une part de vacances où on bosse, déjà ça, et que c'est nécessaire. Et c'est justement, on va prendre ce temps-là. Plus les enfants sont en vacances, plus on a de temps pour préparer. Imaginez ça. Donc voilà, ces temps en vacances sont nécessaires. Et au niveau glandu, c'est ce qui peut venir de temps en temps. Ouais, mais c'est des journées faciles, tu commences hyper tard, tu finis le job. Dès que les enfants partent, t'as fini. Bah, réaliser qu'en fait, on prend du travail. Déjà, on reste plus longtemps, bien sûr. Mais après, tu prends du travail à la maison et il y a toute une part qu'il ne faut pas aussi négliger par rapport à cette vision du métier. Ça dépend. Parce que moi, chez nous, ça sonne à 15h10. Si je ne suis pas parti à 15h30, mes collègues vont se poser des questions. Parce que je pars très vite après l'école. Mais ça ne veut pas dire que je rentre chez moi et je fais rien. Alors, certes, la plupart du temps, je fais rien, mais le premier qui arrive à l'école à 6h15 et 6h30, c'est moi. Et du coup, il y a une répartition du travail qui se fait autrement. Parce que si on compte, entre guillemets, mes 8 heures journalières, je les ai faites. Et c'est aussi pour ça que c'est un métier génial, parce que hors de l'enseignement, tu t'organises comme tu veux. Il n'y a personne qui va te dire hey, là, tu dois timbrer. C'est le moment de faire la planif de français parce que dans 2 semaines, c'est parti, ça commence. Et tu as cette forme de liberté qui est absolument géniale, mais qui peut du coup parfois être mal vue ou mal interprétée en fait. Parce que la liberté, c'est ok, t'es libre, congé, vacances, ce que tu veux, mais non, je suis juste libre de m'organiser comme je veux en fait. Puis quand tu finis la journée à 15h10, 15h15, quand on est
quand on est dans l'enseignement primaire, il faut se dire que, comme tu l'as dit avant, mais il faut préparer la journée du lendemain, il faut faire les liens avec les leçons qu'on a eues aujourd'hui, tu as une planification globale, mais il faut quand même faire des liens, tu dis, ah, je pourrais rajouter ça pour qu'ils comprennent mieux, etc., etc. Puis ça prend vite beaucoup de temps, il faut faire des recherches, il faut sélectionner les bons exercices, ou voilà, tout organiser. Tu peux pas vraiment organiser 2-3 semaines à l'avance et puis le faire comme ça ne fonctionnera pas. Tu es obligé de faire des liens avec ce que tu viens de voir, ils ont été plus lents, bon, ok, je vais peut-être faire un autre truc, ou bien mettre, je sais pas, une leçon que j'avais prévue plus tard, plus tôt, etc., etc. Tout ça, ça prend vite du temps, et on peut très facilement travailler jusqu'à 8 heures si on n'arrive pas à s'arrêter. Ou même plus tard, hein, je veux dire, il n'y a pas de limite. Mais c'est ça le problème, entre guillemets, aussi. Bon, on espère qu'on vous a pas non plus lobotomisé ou quoi que ce soit sur le métier d'enseignant. Mais ouais, c'est un peu... Enfin, en soi, ça tient quand même à cœur de défendre ce métier, mais parce qu'il est finalement assez peu valorisé, je trouve. Je veux dire, c'est toujours les enseignants qui ramassent, c'est toujours les enseignants qui sont à la une des journaux, parce qu'il y a une école en quarantaine. Mais enfin, bref. Si je peux juste revenir, tout petit, je fais vite, mais Peut-être. dans certains pays, c'est pas du tout la même chose. Dans certains pays, c'est très très valorisé, et les hautes écoles, entre guillemets, qui forment les enseignants, il y a une sélection assez drastique des personnes qui peuvent entrer, et pour eux, c'est vraiment un honneur, et c'est très très bien vu par la société. Donc je veux dire, c'est pas une critique, mais c'est vrai que dans notre société à nous, plutôt voilà, suisse ou européenne, on a un peu plus cette vision, entre guillemets, un petit peu négative. Entre guillemets, hein, il y a aussi plein de choses positives, mais c'est pas la même chose. Donc je pense que ça dépend du contexte et de la région où on se trouve aussi. Comme tout, finalement. Mhm. Et juste, on va passer à une autre question qu'on m'a posée. Alors, je sais pas si vous aurez grand chose à dire, mais effectivement, on m'a demandé comment étaient acceptés les tatouages dans l'enseignement. On est à un moment où la plupart des gens sont tatoués. Enfin, je veux dire, moi je suis tatoué sur les bras, donc c'est assez classique quand même. Alors oui, j'ai plusieurs tatouages, oui, certains sont en couleur, donc tout le monde les voit. Mais en soi, alors moi j'ai jamais vécu de discrimination, je sais pas si ça s'appelle la discrimination ou pas, par rapport au tatouage, je veux dire. Et puis ça fait partie de moi, je préfère ne pas enseigner dans une... Si c'est une école ou des gens qui me considèrent moins bien parce que je suis tatoué, je préfère absolument travailler ailleurs. Enfin, je pourrais refuser un poste si on me dit... si on me prête ça comme un défaut, en fait. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, je sais pas, les élèves, ils adorent. Enfin, moi, quand je suis arrivé plusieurs fois avec des nouveaux tatouages à l'école, ils disent « Oh, vous avez un nouveau tatouage, trop bien !» Puis, enfin, ils s'intéressent. Et puis, avec les parents non plus, j'ai jamais eu de commentaires ou quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est gentiment quelque chose qui est accepté par la société. Enfin, après, je suis pas tout tatoué au visage ou quoi que ce soit. Mais même pour moi, un enseignant qui est tatoué au visage, et il y a déjà eu des polémiques en France avec un enseignant qui est tatoué intégralement. Il a même les pupilles tatouées et tout. Et puis il bosse avec des enfants de 5 ans. Et il doit être génial, ce gars. Et imagine ce que lui doit transmettre comme valeur, comme on disait avant. Là, acceptation de la différence, c'est pas parce que le gars il a les yeux tout noirs, parce qu'il a les pupilles tatouées, qu'il peut pas être génial avec des enfants et puis transmettre certaines choses. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça et j'espère que personne n'a vécu ça. Moi, je suis pas tatoué du tout, mais je me suis quand même posé la question parce que voilà, je voulais pas le faire pour le faire, mais je me suis bien posé la question si j'allais en faire ou pas, et j'ai avoué que le métier m'a quand même fait poser quelques questions. Est-ce que je le fais, est-ce que je passe le pas ou pas, entre guillemets. Parce que, bon, apparemment, retour positif, tu as très peu de discrimination ou de soucis par rapport à ça. Et ça, je trouve ça super chouette. Mais même bêtement, une coupe de cheveux, j'ai une coupe de cheveux un tout petit peu différente. Bon, maintenant, ça devient un peu à la mode, mais de me dire, ouais, quel est le regard des autres, des parents ou autres. En fait, c'est souvent les parents qui nous font un peu peur, ou les collègues, ou comme ça, mais finalement, ça dépend tellement de la norme, de ce qui est accepté. Tu disais l'enseignant qui est totalement tatoué. Les tatouages sont acceptés par la norme maintenant, mais le fait qu'il soit complètement tatoué, ça sort un peu de la norme. Du coup, je sais qu'il a eu aussi quelques petits soucis d'ailleurs à ce propos, parce qu'il était chez tout petit, puis que voilà, ça dérangeait, entre guillemets. Mais je me dis, il y a 50 ans en arrière, s'il y avait un enseignant qui était tatoué, je pense que ça passait pas. Bah non. Et
de me dire que c'est juste une question d'époque et de voilà, il faut que la société évolue, donc il faut du temps, mais finalement, qu'il ait un tatouage ou pas, ça définit vraiment tellement pas ce qu'il peut apporter aux élèves. On peut avoir quelqu'un qui est pas du tout tatoué, qui est entre guillemets un mauvais enseignant, enfin qui sait pas, qui a pas le feeling ou qui ça se passe pas bien, et puis quelqu'un qui est totalement tatoué et avec qui ça se passe hyper bien. Enfin, je veux dire, ça dépend tellement, ça a tellement pas de lien pour moi que. Ouais. Mais on se pose quand même la question, on Ouais. y réfléchit et puis on se dit ouais, mais il faut quand même rester dans la norme pour que ça se passe bien, pour être accepté par les parents, etc. Donc voilà, je pense qu'au niveau des tatouages, tant mieux que ça évolue puis qu'on se rende compte que finalement ça n'a pas vraiment d'incidence, mais on voit que dans d'autres métiers ça porte encore préjudice et que c'est pas toléré. Ah ouais, c'est clair. Donc c'est encore cette image un peu négative qui traîne un peu. Ben, on verra comment ça évolue dans le futur. Mhm. Après, c'est intéressant parce que moi qui avais les cheveux bleus l'été passé, je suis pas sûr que j'aurais fait ma rentrée avec les cheveux bleus. Bah ouais. Puis moi. Parce que c'est hors de la norme. Et pourtant, je suis quelqu'un qui questionne énormément la norme. C'est fou. Et il faut pas que tu le prennes mal, mais mes parents, quand on avait fait un petit voyage justement les trois, et à un moment tu avais les cheveux bleus, et le fait que tu aies les cheveux bleus sur les photos, mes parents étaient pas outrés, mais genre juste choqués de se dire ah mais il est enseignant primaire et il a les cheveux bleus, genre ça risque pas de poser de problème et tout. Ils étaient interloqués. Bon voilà, nos parents à un certain âge ils ont moins vécu ça, ils ont pas les mêmes codes on va dire, mais ouais, même de ça interroge âge, quoi. Ça peut sidérer. Oui, ouais. Mais justement, je sais pas à quel point ça serait accepté ou pas, entre guillemets. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait. Techniquement, il n'y a rien qui interdirait de le faire. Non, et c'est pas un motif d'être viré ou quoi que ce soit. Non, mais il peut avoir des pressions, je pense. Mais, alors que c'est stupide, hein, mais enfin, je trouve stupide, mais. Mais ça, c'est la société actuelle. C'est gros débat. Si on questionne la norme, on en a pour 4 heures de podcast. Autre question, bon, je pense qu'on va faire assez vite là-dessus parce que j'en parle déjà beaucoup trop au quotidien. C'est comment on vit cette situation en tant qu'enseignant, situation de la Covid, tout ça. Alors, bon, il y a un ras-le-bol général, je pense, en tout cas de mon point de vue, ce que je ressens autour de moi et de moi, que ce soit enseignant ou élève, il y a un ras-le-bol général parce que oui, ça traîne en longueur. Parce qu'il y a des mesures à l'école qui sont assez questionnantes la plupart du temps, où il n'y a pas de mesures quand il en faudrait, il y a des mesures quand il n'en faudrait pas forcément, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu comme à l'extérieur. C'est juste que, alors moi en tant qu'enseignant, je veux dire, je le vis très bien, j'enseigne avec le masque toute la journée, c'est pas hyper fun quand un enfant te dit Raphaël, je sais plus à quoi ressemble ton visage, ça c'est hyper triste, mais c'est justement ça le problème, c'est quel message on donne aux enfants. Et puis eux, moi je vois là, j'ai des préadolescents, ils ont 12 ans, j'ai l'impression qu'on est en train de leur bousiller leur jeunesse. Le nombre de nouveaux cas psy qui a été cette année, c'est horrible, il y a un ras-le-bol général. Ouais, je pense que les enfants, encore presque plus que nous, ils ont besoin de cohérence. S'ils ne comprennent pas les décisions qui sont prises, et il y en a qui sont compliquées à comprendre, même pour nous, pour les enfants, c'est encore plus dur de respecter les règles et les choses qui sont mises en place à l'école. On est obligé de mettre un cadre général pour l'établissement, etc. Mais on est obligé de respecter certaines règles et c'est pas du tout cohérent avec certaines autres choses qu'on aimerait faire ou autres. Et pour eux, ça fonctionne pas. Et du coup, évidemment, c'est démotivant. Ils ont plus tellement envie de passer leur journée. En fait, ils ont l'impression, je pense, de bosser presque tout le long, en fait. Parce qu'il y a l'école, ils font des travail, ils n'ont plus trop de droits d'amusement ou autre. Enfin, il y a encore des libertés, mais c'est assez restreint. Ils ne peuvent plus trop toucher les copains. Enfin, il y avait un moment où c'était interdit les petits regroupements entre les élèves, etc. Donc c'était délicat pour eux, parce qu'ils sortent du cadre scolaire, on ne peut pas les surveiller. Donc après, ils rentrent ensemble, ils sont 5-6 collés, on peut pas surveiller. Mais dans le cas de l'école, ils n'ont pas le droit. Du coup, ça ne fonctionne pas pour eux. Et puis même pour nous, c'est ce qui énerve en fait. C'est quand il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. On peut être 10 dans un appartement, mais pas 10 dans une salle de sport qui est aérée, qui est beaucoup plus grande. Il y a plein de choses comme ça qui posent problème, qui questionnent. Et je pense que c'est ça qui les démotive et qui pose, qui les dérange. J'ai quand même l'impression que les plus petits, ceux qui ne sont pas encore préadolescents, j'ai l'impression que ça va. Mais là, les préadolescents, en fait, c'est le moment où, dans le développement de l'enfant où tu construis l'identité de groupe. Et là, ils ne peuvent pas construire l'identité de groupe. Enfin, il y a un problème au niveau du développement de l'enfant. Et là, on ne touche pas à des valeurs d'éducation ou d'enseignement. On touche au développement de la
personne en elle-même. Enfin, ils peuvent plus se regrouper. Ils ont plus incroyable. les premiers contacts sociaux qu'ils ont C'est ça. besoin, quoi. Ils ont quand même besoin de voir du monde, d'échanger, de faire des expériences, discuter, vivre des choses, quoi. Et le problème, c'est que là, ils sont un peu restreints à devoir rester chez eux, voir une, deux personnes, mais du coup, aussi, peut-être, c'est un peu triste, mais je ne veux pas faire de généralité non plus, mais peut-être plus jeux vidéo parce que ils n'ont pas le droit de sortir, alors ils vont peut-être plus s'orienter vers des choses comme ça, ce qui n'est pas un mal, mais du coup, ils vont peut-être être coincés à se dire, bon, il y a presque plus que ça, alors on va faire ça, on va profiter, pourquoi pas, mais ça ouvre pas sur d'autres choses, c'est dommage. Et le sport maintenant ils sont ouverts par exemple pour les jeunes, mais c'est tellement un besoin je trouve quand tu es jeune. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup de sport, mais j'avais vraiment besoin tout le temps. Je me dis, si j'avais 13 ans, là, si on revenait en arrière, et puis au moment où j'avais 13 ans, il y avait eu la Covid, ça aurait été compliqué. J'aurais eu du mal quoi, à supporter une année sans faire de sport. Bon, là, c'était pas une année complète, mais pour dire un gros laps de temps où tu n'as pas de sport du tout, c'est compliqué, même maintenant pour nous. Moi, il y a un autre point qui m'a assez frappé parce que je suis dans une école en fait bilingue où moi j'enseigne en français et les enfants sont surtout suisse-allemands, j'ai quelques francophones, ma collègue enseigne en allemand et donc la plupart apprennent le français ou découvrent le français avec moi. Et en fait, le masque n'aide pas pour l'apprentissage de la langue, c'est un truc énorme. D'une part pour l'apprentissage de la langue, je remarque, j'essaie de parler lentement, de faire attention, mais des fois on remarque des incompréhensions. Mais après, au-delà, juste au niveau de l'intonation que je peux mettre dans ma voix, des fois je leur disais des choses alors en français où je suis peut-être moins content comme ça, puis ils réagissent pas et je me suis des fois dit mais wow, attends, c'est peut-être l'autorité, enfin j'ai questionné et tout, puis en fait tu remarques simplement ils ne comprennent pas ou ils ne remarquent pas tes traits du visage et ils savent pas si tu rigoles, si tu es vraiment fâché ou si c'est une intonation de voix et ça amène en fait un flou qui est pas très agréable pour eux, ils le font pas cas, ils s'arrêtent pas là-dessus, mais j'ai remarqué que ça amène dans cette relation en fait avec l'élève, alors un peu mis en avant chez moi avec ces différentes deux langues, mais aussi dans cette manière de communiquer aussi avec eux, la manière d'interagir, les regards, les petits clins d'œil, on peut les faire que les clins d'œil, mais toutes les autres choses, mimiques du visage, quand ils te montrent un truc, t'es content ou ce genre de choses, en fait ils le remarquent très peu. Et je pense que c'est aussi dommage pour eux cette récompense du regard, ce sourire, ce clin d'œil qu'ils ont beaucoup moins, parce que moi à chaque fois qu'il vient, je ne veux pas à chaque fois dire waouh, puis commencer à crier et tout, pour montrer ton enthousiasme, on peut le montrer plus délicatement et un peu caché, mais pas toujours facile avec ce masque. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que c'est encore pire en guillemets pour ceux qui sont en A2H, enfin l'école enfantine ou autre, parce que pour l'apprentissage de. Ils n'ont pas la lecture labiale. Bah ouais, c'est compliqué si tu vois pas la gestuelle un peu, la bouche qui bouge, etc. pour les lettres. Il y en a beaucoup qui disent c'est compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à voir en fait. Comment tu veux faire une lettre, un son si tu vois même pas comment il fait en fait. Je sais qu'il y a ces masques un peu avec une visière, mais c'est quand même pas optimal. Et puis, on paraît que ça change pas grand chose au problème finalement. Donc, à voir. Voilà, cette première partie de podcast touche à sa fin. On se retrouvera dans quelques jours pour la deuxième partie où on va approfondir sur des questions plus précises sur l'enseignement. En attendant, on va se quitter et quoi de mieux que de se quitter en musique avec une chanson de Noé Talbot qui parle de l'enseignement. Ça s'appelle « Mon cœur enseigne ». Entre collègues, l'ambiance est bonne, même si le moral bat de l'aile. Tout devient un prétexte pour rire, même bitché sur le dos de quelques élèves. Y a plusieurs chaises d'un temps rough, traces des burn-out, des absences, sur le tableau de la salle des profs, et le décompte avant les vacances. J'ai plus la force de faire ma job, j'ai de l'arrogance au travers de la gorge. Je me sens démuni, débordé, comme le vase de ma compassion. C'est que c'est mon cœur qui enseigne. Faute de temps, faute du système. Y'a combien de kids que je laisse derrière? Le fond de ma classe manque d'amour entre ceux qui se tournent les pouces puis ceux qui cachent rien de la matière. J'en ai 33 sur les bras et peut-être 10-12 dans les pattes. Je dirais que le 3/4 mon temps va bien loin des quelques malheureux qui m'épatent. J'ai plus la force de faire ma job, j'ai de l'arrogance au travers de la gorge. Je me sens démuni, débordé, comme le vase de ma compassion.
sais que c'est mon cœur qui enseigne. Y a des petits nouveaux qui débarquent. Ils font 2 matières, 3 niveaux. Y a même quelques mois une vague de fraîcheur, mais qui se brisera sur les étaux. Ils sont conscients de l'ampleur de la tâche, celle qu'on leur rendra impossible. Ils quitteront pour le privé à relâche. Y a 2 vitesses, une de réussite puis une de cible. Le problème est immédiat, c'est ma santé mentale. Depuis 10 ans ça jase des médias, même à tout le monde en parle. Mais certains sur nous crachent pour ces vacances prises à même notre paix. Ces vacances de correction ou de repos vital pour éviter le drame. C'est même plus une question de cash, mais bien de ressources et de système. Moi je serais censé faire ça par passion. Quand on souffle sur ma flamme, comment donner des victoires à nos enfants? Quand on échoue collectivement, j'ai plus la force de faire ma job. J'ai de l'arrogance au travers de la gorge. Je me sens démuni, débordé, comme le vase de ma compassion. J'ai plus la force d'en mettre une note, de voir ce regard vide d'échec qui me met face à l'impuissance et même petit à petit à me résigner. Même le soir, j'ai la tête en classe et le cœur qui enseigne. J'ai le cœur qui enseigne.